Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier TD. On va voir ensemble euh, des notions basiques et fondamentales de microbiologie ou bien en microbiologie. Ensuite, on va parler des milieux de culture, leur classification, leur utilité, etc. Mais tout d'abord, j'aimerais aborder certaines notions basiques et fondamentales. Alors, lorsqu'on est dans un laboratoire de microbiologie, que ce soit pour de la recherche ou juste pour un travail pratique, on doit respecter des consignes de sécurité et des gestes de précaution et d'hygiène. On va d'abord commencer par les consignes de sécurité. Alors 1, il faut porter une blouse en coton ininflammable, car souvent dans un laboratoire de microbiologie, on va manipuler devant une flamme générée par un bec benzène, et du coup on va éviter de se brûler. De plus, la blouse va nous aider à se protéger contre les produits chimiques et de potentielles contaminations. Il faut bien évidemment ne pas manger et boire dans un laboratoire ou bien stocker ces aliments dans une zone de travail. Pourquoi? Parce que dans un laboratoire de microbiologie, on va généralement manipuler des micro-organismes souvent pathogènes ou bien indésirables et on ne veut pas contaminer nos produits alimentaires. En plus, on veut éviter aussi de contaminer euh, donc les surfaces de travail. Il faut bien évidemment attacher ses cheveux, car on sait que les cheveux, donc c'est porteur de germes, porteur de micro-organismes, et en plus on va faire des expériences devant un bec, donc on veut éviter de se brûler. Il faut bien évidemment travailler dans une position stable, car souvent on va faire des expériences qui vont durer plusieurs minutes, donc pour garantir une qualité de travail qui est bonne et aussi pour préserver aussi sa santé, on va dire. Il faut utiliser systématiquement du matériel de protection quand on est obligé de manipuler avec des produits dangereux tels que des produits chimiques. Dans ce cas-là, on va porter des gants et porter des lunettes pour éviter par exemple les éclaboussures sur le visage ou sur les yeux. Il faut aussi ne pas oublier de prévenir immédiatement le responsable de TP, qui est souvent un enseignant ou un ingénieur de laboratoire ou une technicienne, afin d'éviter les accidents. Maintenant, on va parler des gestes de précaution et d'hygiène. Alors, 1, il faut éviter les ouvertures de fenêtres pendant les manipulations. Pourquoi? Parce que quand on ouvre la fenêtre, il va y avoir un courant d'air. Ce courant d'air, il va transporter, il véhicule donc des particules et des micro-organismes qui vont contaminer notre travail et le travail de nos collègues. Euh, donc on va éviter d'ouvrir les fenêtres, mais cette année ça sera exceptionnel car il y a la pandémie, donc on veut éviter les contaminations. Il est préférable de laisser les salles aérées. Il faut aussi se laver les mains avant et après les expériences. Avant pourquoi? Parce que on, on manipule plein d'objets qui véhiculent plein de micro-organismes. Donc on veut éviter de commencer nos expériences avec des mains contaminées. Et après, on doit aussi les nettoyer. Pourquoi? Parce que lors de l'expérience, on manipule souvent des micro-organismes. Donc on ne veut pas les transporter avec nous. Il faut toujours étiqueter nos produits et les référencer. Dans ce cas-là, je parle de tubes à essai, de boîtes de pétri, etc. Pourquoi on doit faire ça? On doit le faire afin d'avoir un suivi facile de nos produits, de nos expériences. Alors, il faut avoir une surface de travail propre, c'est-à-dire avant l'expérience, on doit nettoyer la paillasse. On doit bien évidemment utiliser que le matériel utile à l'expérience et pas d'autres matériels tels que le téléphone portable par exemple. Il faut aussi décontaminer la surface de travail au moins une fois par jour, avant et après expérience, afin de garantir une bonne hygiène euh, avant, durant et après l'expérience. Alors, il faut aussi décontaminer tout le matériel utilisé, comme par exemple anse, pince, etc., afin de toujours pour garantir une bonne hygiène. Et il ne faut pas oublier, il faut toujours avoir en conscience que tout objet que l'on touche avec les mains
ou surface contaminée devient à son tour une source de contamination. Donc je compte sur vous pour respecter ces consignes et ces gestes afin de garantir une bonne sécurité et une bonne hygiène. Alors comme dernier point, j'aimerais vous rappeler que lors des TP ou bien lors des expériences au laboratoire, non seulement il faut porter une blouse, mais il serait préférable d'avoir aussi un petit cahier ou bien un petit carnet et un marqueur indélébile afin de noter toutes les informations utiles, mais aussi un briquet pour allumer facilement les bec benzène. Voilà, grosso modo, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut faire plutôt dans un laboratoire, que ce soit pour la recherche ou juste pour un TP. Parlons maintenant d'une notion très importante en microbiologie qui est la stérilisation. La stérilisation en arabe, je pense, ça s'appelle at-taqim. La définition de la stérilisation, c'est quoi? C'est simplement une opération qui consiste à détruire ou bien tuer, éliminer les germes microbiens, c'est-à-dire les micro-organismes qui peuvent se trouver dans un produit, sur une surface, ou bien dans un outil qu'on va utiliser, ou bien dans un milieu de culture. Pour cela, on va utiliser plusieurs méthodes. Alors, avant de parler de ces méthodes, j'aimerais vous rappeler que dans un laboratoire de microbiologie, souvent on va étudier plutôt des micro-organismes et pour pouvoir par exemple les identifier ou faire autre chose ou faire une expérience ou une autre analyse microbiologique. Le but de la stérilisation est donc d'éviter que cette culture soit contaminée et de gâcher toutes nos expériences. Donc, c'est pour cela qu'on doit utiliser certaines méthodes afin de garantir ou bien afin d'éviter toute contamination. Pour cela, donc, on va utiliser par exemple la chaleur, la température. Il faut savoir qu'il existe deux types de chaleur. Il y a la chaleur sèche qui donc n'implique pas la vapeur d'eau, comme par exemple l'utilisation de flammes à l'aide d'un bec benzène. Du coup, on appelle ça flambage. On peut utiliser aussi une autre méthode qui est le four Pasteur, qui ressemble beaucoup à un four qui se trouve en cuisine, sauf que c'est un peu différent. On peut aussi utiliser la chaleur humide. Dans ce cas-là, c'est une chaleur qui va faire intervenir l'eau, c'est-à-dire on va pousser l'eau jusqu'à ébullition, donc dégagement de vapeur qui est très chaude. Pour cela, il existe plusieurs techniques. Il y a l'autoclavage, il y a la pasteurisation, il y a la technique UHT, et il y a aussi la tyndalisation. Alors, outre les méthodes de température qui utilisent la température ou la chaleur, on peut utiliser des filtres. Dans ce cas-là, on va faire la filtration de certains produits, généralement qui sont liquides, et pour cela, on va utiliser des filtres millipores ou bien des membranes filtrantes. On peut parler aussi d'autres méthodes physiques et chimiques, comme par exemple les agents chimiques, ou bien l'utilisation des rayons, comme les rayons UV, gamma, etc. Alors, commençons tout de suite par la première technique, donc la stérilisation à la chaleur sèche. Dans cette technique, on ne va pas utiliser de l'eau, donc il ne va pas y avoir ébullition et dégagement de vapeur d'eau chaude. Du coup, dans cette méthode, on va directement utiliser la flamme. Première méthode, c'est la méthode de flambage. Flambage, elle se fait grâce à la technique grâce à l'outil bec benzène. Comme vous le voyez dans la figure, cet outil est généralement relié à un tuyau de gaz et au-dessus, il va y avoir un petit mécanisme qui va nous aider à régler ou bien choisir le flux d'oxygène qui rentre dans la réaction de combustion. Alors, avec cette méthode, on va toujours utiliser donc, la flamme bleue. Pourquoi? Parce que cette flamme bleue, elle va nous aider à créer un courant d'air qui est ascendant, c'est-à-dire tala, qui empêche les retombées de poussière et de germes. Donc avec cette flamme, donc quand on a cette flamme, on va avoir une zone de protection.
ou bien une zone de stérilité circulaire. C'est-à-dire au-dessus de la flamme, il va y avoir 10 cm de zone stérile, et tout autour de la flamme, il va y avoir une vingtaine, voire une trentaine de centimètres de zone stérile. Donc c'est dans cette zone qu'on va faire nos expériences afin d'éviter toute contamination. Alors passons maintenant à la deuxième technique, qui est l'utilisation du four Pasteur. Alors le four Pasteur, comme vous le voyez dans la figure, donc c'est un appareil, c'est un grand appareil dans lequel on va mettre nos matériaux ou bien nos outils qu'on veut stériliser, nettoyer, c'est-à-dire désinfecter. Alors, il faut savoir que ce type d'appareil n'est pas adapté à tous les matériels ou bien toute matière, comme par exemple les matières en plastique ou en caoutchouc, parce qu'elles peuvent être altérées, atteintes par la flamme. Donc on va éviter ce genre de matériel. Pour ce genre de matériel, on va utiliser d'autres techniques qu'on verra par la suite. Donc pour utiliser le four Pasteur, on va souvent stériliser les matériaux en verre, la verrerie, ou bien des instruments métalliques. Alors dans ce type d'appareil, on peut atteindre jusqu'à 200 degrés Celsius. Alors on va enchaîner, on va parler de la deuxième technique qui utilise la chaleur. Maintenant on va parler de la chaleur humide, c'est-à-dire une chaleur qui utilise de l'eau, dans laquelle on va faire bouillir de l'eau jusqu'à ce qu'elle dégage une vapeur très chaude. Alors parmi les techniques qui utilisent ce principe-là, il y a l'autoclavage. L'autoclavage fait appel à un appareil qui s'appelle autoclave, qui ressemble beaucoup à ce qu'on utilise en cuisine, donc la cocotte minute. Comme vous le voyez dans les figures, il existe des autoclaves horizontaux et il existe d'autres verticaux. Alors, le principe de cette technique est simple. Euh, donc, dans cet appareil, on va mettre notre matériel à stériliser, que ce soit des outils, des matériels ou bien des milieux de culture qui sont présents dans des tubes à essai ou bien des flacons. Et on va les mettre dans l'autoclave, puis on va le sceller, c'est-à-dire le fermer, et ensuite on va lancer donc le procédé. Qu'est-ce qui va se passer? Donc dans cet appareil, il y a un petit compartiment qui contient de l'eau. Cette eau va être chauffée jusqu'à atteindre la température d'ébullition. Mais il ne faut pas oublier que cet appareil est scellé. Et dans ce cas-là, la pression à l'intérieur va augmenter, ce qui va faire augmenter la température d'ébullition. Et donc la vapeur sera très chaude et elle peut atteindre une température de 120 degrés Celsius. Cette température, elle est très élevée et elle est amplement suffisante pour éliminer, pour stériliser et tuer toutes les formes végétatives, y compris des spores, à une seule condition, et que cette méthode soit utilisée pendant une durée assez longue, qui est généralement de 20 minutes, mais qui peut, dans d'autres procédés, on peut utiliser cet appareil juste pendant 10 minutes. Donc tout dépend du matériel ou bien des produits qu'on veut autoclaver. Alors, ce diaporama est juste pour faire un petit récapitulatif de ce qu'on a fait. Donc, on a parlé de la chaleur sèche qui n'utilise pas d'eau, comme par exemple le backbenzene, le flambage, ou bien l'utilisation d'un appareil qui s'appelle four Pasteur. Et on a parlé aussi de la chaleur humide dans laquelle on utilise de l'eau, dans laquelle on va faire bouillir de l'eau et va utiliser d'une vapeur d'eau qui est très chaude. Et dans cette méthode, on a utilisé, on a plutôt parlé de l'autoclavage ou bien de l'autoclave. Il faut savoir qu'il existe des versions, on va dire des autoclaves un peu grands ou bien un peu géants, on va dire, qu'on utilise dans l'industrie et qu'on va aborder dans le diapo suivant.
Alors, toujours dans les méthodes de stérilisation à la chaleur, chaleur humide, il y a une méthode qui s'appelle la pasteurisation. Comme vous le voyez dans la figure, c'est un système de pasteurisation industrielle. C'est un gros système qu'on va souvent utiliser en industrie, comme l'industrie laitière. Alors, pour définir la pasteurisation, on peut la qualifier d'une destruction partielle. Ça veut dire on va détruire qu'une grande partie de micro-organismes présents dans un produit donné. Il existe trois types de pasteurisation. On connaît la pasteurisation basse, haute et flash. La basse, elle se fait à 65 degrés Celsius pendant 30 minutes. La haute pasteurisation, elle se fait à 72 degrés Celsius pendant 15 à 40 secondes. Par contre, la flash pasteurisation, elle se fait pendant une durée très petite, qui est de 2 secondes, et elle se fait à 90 degrés Celsius. Et si vous remarquez, je ne sais pas si vous remarquez la différence entre les trois, mais plus on augmente la température, pardon, plus on réduit la durée de pasteurisation. Tout simplement parce que nos produits alimentaires ne peuvent pas supporter une haute température, ou bien autrement dit, si on garde la même durée de pasteurisation à haute température, on risque de dénaturer nos produits alimentaires et de perdre leur valeur nutritionnelle. Alors, le principe est simple dans cette méthode. On va, euh, on va faire passer nos produits alimentaires à travers des conduits et on va les traiter, faire un traitement thermique qui est, comme je vous l'ai dit, souvent inférieur à 100 degrés Celsius, et juste après on va faire un refroidissement. Alors je rappelle, cette technique, elle va éliminer partiellement les micro-organismes présents dans un produit donné. Et je vais vous donner un exemple ou bien un cas que je pense que presque tous les Algériens connaissent, c'est le cas des laits en sachet. Les laits en sachet sont des laits, bien c'est du lait qui est pasteurisé, donc qui contient toujours des micro-organismes parce qu'il a subi qu'une pasteurisation, destruction partielle. Et d'ailleurs, si vous laissez ce type de lait à température ambiante, vous allez remarquer qu'il va fermenter. Donc, une condition pour ce genre de produit, c'est le, conditionnement, bien évidemment, et aussi la conservation à une température euh, qui est plutôt basse, de 3 à 4 degrés Celsius. Toujours dans les méthodes de stérilisation à la chaleur, il y a aussi la méthode UHT, appelée aussi upérisation à haute température. C'est un autre système de stérilisation, sauf que dans cette technique, on va détruire totalement les micro-organismes, euh, contrairement à la pasteurisation qui détruit qu'une partie des micro-organismes. Donc la définition, je pense, est assez claire. C'est une méthode de stérilisation qui permet de détruire totalement les micro-organismes tout en gardant, tout en conservant les qualités ou bien les caractéristiques organoleptiques des aliments, c'est-à-dire, on va dire, les valeurs nutritionnelles. Alors, je vais vous donner un exemple très connu. On va prendre l'exemple du lait Candia qui est conditionné en boîte. Donc, c'est du lait UHT qui est 100% stérile. C'est-à-dire, ce lait, vous pouvez le poser pendant une longue durée à température ambiante. Il ne va pas fermenter ou bien il ne va pas se détériorer. Alors, cette technique de UHT, elle fonctionne comment? Donc, c'est un traitement thermique qui se fait au-delà donc à une température supérieure à 135 degrés Celsius. Généralement, elle peut atteindre jusqu'à 144. Elle se fait pendant une courte durée, c'est-à-dire 1 à 6 secondes, suivie d'un refroidissement immédiat. Voilà, donc si je vous pose la question quelle est la différence entre la pasteurisation et la stérilisation, vous allez me dire que la pasteurisation c'est une méthode qui utilise la chaleur
et qui vise à éliminer une grande partie ou bien une partie des micro-organismes, mais la stérilisation, c'est une méthode qui vise à détruire totalement les micro-organismes présents dans un produit. Dernière technique de stérilisation à la chaleur humide, ça s'appelle la tyndalisation. Alors la tyndalisation se fait dans un bain-marie. Elle est souvent utilisée pour les produits qui sont sensibles à la chaleur, qui ne peuvent pas être pasteurisés ou bien autoclavés. Du coup, on va utiliser cette technique. Cette technique, c'est quoi? Elle consiste à quoi? Ou bien en quoi? C'est une technique dans laquelle on va effectuer un chauffage discontinu. C'est intermittent à une température allant de 60 à 90 degrés Celsius ou voire 100. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Euh, Supposons que j'ai des produits, je vais effectuer j'ai des produits à stériliser, donc je vais faire un premier cycle, je vais mettre mes produits dans un bain-marie à 80 degrés Celsius pendant 30 minutes, voire 60 minutes, ensuite je vais attendre 24 heures, et ensuite je ferai mon deuxième cycle à la même température et à la même durée, ensuite je ferai la même chose, j'attendrai 24 heures, et je finirai par un troisième cycle suivant la même température et la même durée. Alors, pourquoi on fait 3 cycles? J'ai une explication. Alors, le premier chauffage vise à éliminer les formes végétatives et induit la germination d'éventuels spores. Il est possible que dans nos produits ou bien dans le matériel qu'on veut stériliser, il existe des spores. Les spores bactériennes, donc c'est des formes de résistance qui vont donc éventuellement germer suite à un choc thermique. Donc le premier cycle va les faire germer et le deuxième cycle vise à les éliminer et le troisième cycle va faire de même, donc il va éliminer d'éventuels spores résiduels. Et à la fin, donc nous aurons éliminé, détruit les formes végétatives issues du deuxième chauffage. C'est pour cela donc qu'on fait 3 cycles. C'est pour ça qu'on appelle cette technique chauffage discontinu ou bien intermittent. Passons maintenant à la prochaine technique qui est la stérilisation par filtration. Alors la filtration, c'est quoi? C'est une technique de stérilisation qu'on utilise surtout pour les milieux liquides ou bien les milieux qui sont sensibles à la chaleur, qu'on ne veut pas dénaturer. Alors, elle consiste à quoi? Elle consiste à faire passer un liquide à travers des filtres. Ces filtres sont composés de membranes qui est constituée de micropores, généralement allant de 0,22 micromètres à 0,45 micromètres. Alors, ces micropores sont assez petits pour retenir les micro-organismes. Sauf qu'il ne faut pas oublier que ces filtres ne peuvent pas arrêter les virus, les toxines ou bien les enzymes car ils sont très très petits. Alors, comme vous le voyez dans les figures, il existe des membranes filtrantes. Elles sont souvent utilisées pour filtrer de grandes quantités de liquide. Mais par contre, pour les petites quantités, on peut utiliser seulement des seringues équipées de filtres millipores, comme vous le voyez dans la figure. Donc on va prendre notre seringue qui est stérile, on va prélever le liquide à filtrer, puis on va placer notre filtre qui est stérile et on va filtrer et filtrer le liquide qu'on voulait stériliser. Passons maintenant aux méthodes de stérilisation par des moyens physiques. Il existe la stérilisation par les radiations. Alors, c'est quoi cette technique? Donc, c'est une technique qui permet de stériliser des surfaces, des environnements, certains instruments ou bien du matériel de laboratoire comme les boîtes de pétri, matières en plastique, qui sont souvent sensibles à la chaleur, qu'on ne peut pas stériliser à la chaleur. Du coup, pour cela, on va utiliser des rayons UV, ultraviolets, des rayons X ou des rayons gamma. Alors, ces rayons sont généralement produits par des lampes. Ces lampes, on peut les qualifier de lampes germicides
c'est-à-dire tueuses de germes, tueuses de micro-organismes. Dans les figures suivantes, vous allez voir, enfin vous voyez, une hotte de laboratoire. Alors une hotte de laboratoire, donc c'est une sorte de chambre qui aspire l'air et dans laquelle on va retrouver ce genre de lampe qu'on va utiliser souvent avant expérience pour stériliser, pour stériliser tout le matériel avec lequel on va travailler. Il existe aussi un équivalent pour, ou bien de gros appareils, de grosses machines industrielles qu'on utilise pour stériliser certains produits, comme dans la figure que vous voyez. Une autre méthode de stérilisation, il y a aussi les agents chimiques. Alors, des agents désinfectants ou bien des agents chimiques antifongiques, c'est-à-dire anti-champignons microscopiques, et antibactériens, antibactéries. Alors, c'est quoi ce genre de produits? Donc, c'est des produits chimiques qui permettent de désinfecter des surfaces, des salles, des plans de travail, certains instruments qu'on ne peut pas désinfecter avec une autre technique, comme par exemple des lames, des verres non autoclavables, etc. Alors, sans rentrer dans les détails, je vais vous donner quelques exemples. On peut retrouver par exemple l'hypochlorite de sodium, qu'on appelle communément l'eau de Javel. On utilise souvent aussi dans un laboratoire de l'alcool qui est un peu dilué, mais qui est amplement suffisant pour stériliser et bien nettoyer les surfaces de travail et autres matériels nécessaires aux expériences de microbiologie. Passons maintenant au point suivant qui est la nutrition et la croissance microbienne. Alors, avant de parler de la croissance, des développements des bactéries, ou bien des micro-organismes en général, j'aimerais vous faire un petit rappel de la composition chimique d'une cellule bactérienne. Et je rappelle que la cellule bactérienne, c'est une cellule prokaryote qui est composée de 70% d'eau, 26% de matière organique et d'ions et de petites molécules en présent à 4%. Alors, si on se focalise sur les composés organiques, on va voir qu'elle est composée de 7% de carbohydrates, 58% de protéines, 27% d'acides nucléiques et 8% de phospholipides. Il faut savoir que tous ces composés sont fabriqués par la cellule bactérienne grâce à un certain métabolisme. Et ce métabolisme, pour qu'il fonctionne correctement, la bactérie, ou bien la cellule bactérienne, a besoin de nutriments. Avant de parler des différents nutriments nécessaires à la croissance microbienne, j'aimerais vous faire un petit rappel sur les différentes sources d'énergie et sources de nutriments, et entre autres les types trophiques. Et comme vous le voyez dans ce diapo, le type trophique, c'est quoi? C'est la manière dont un organisme vivant constitue sa propre matière organique. Alors, tout d'abord, on va parler de sources d'énergie. Alors, quand on parle de sources d'énergie, généralement dans ce monde, il y a deux grands types de sources d'énergie. Il y a la matière, on va dire, chimique, et il y a la matière, on va dire, qui est photonique ou bien la lumière. Quand il s'agit de lumière, on appelle ça des bactéries phototrophes. Quand un micro-organisme utilise la lumière pour produire son énergie, on peut qualifier ces micro-organismes de micro-organismes photosynthétiques ou bien phototrophes, pour faire écho au type trophique. Quand il s'agit de matière chimique, on appelle ça des bactéries chimiotrophes. Alors, il faut savoir que la matière chimique, elle peut, on va dire, être métabolisée sous deux formes, soit sous forme minérale ou bien sous forme organique. Dans ce cas-là, on distingue deux types de micro-organismes. Des bactéries, par exemple, chimiolithotrophes, quand elles peuvent ou bien quand elles aiment consommer de la matière chimique sous forme minérale, donc chimiolithotrophes, mais par contre, quand le micro-organisme préfère
une source chimique organique, on appelle ça micro-organisme chimio-chimique organotrophe. Donc chimio-organotrophe. Il faut savoir que les micro-organismes ont aussi besoin d'une source de carbone, car cet élément, il est nécessaire pour construire le matériel organique, c'est-à-dire les carbohydrates, lipides, acides nucléiques et protéines, car c'est l'élément qui est clé et qui se retrouve pratiquement dans chaque matière organique. Alors, quand la bactérie a besoin d'une source de carbone organique, comme par exemple les sucres, les lipides ou bien des acides organiques, on appelle cette bactérie hétérotrophe. Ça veut dire que c'est une bactérie qui ne peut pas produire son matériel organique sans en consommer d'une source extérieure. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'une source organique à l'extérieur, elle a besoin de la métaboliser afin de produire son propre matériel organique. Par contre, il existe des bactéries qui ont juste besoin de sources minérales. On appelle généralement ces bactéries autotrophes. Elles ont besoin par exemple juste de dioxyde de carbone pour pouvoir fabriquer leur matériel organique. Donc, il ne faut pas croire que la bactérie a juste besoin de sources d'énergie et de carbone. Il existe d'autres éléments très essentiels à la croissance microbienne, comme par exemple une source d'azote, une source de soufre, de phosphore, mais très important encore, les minéraux. Donc les bactéries ont besoin de minéraux comme le sodium, potassium, magnésium, chlore et calcium, les oligo-éléments qu'on appelle aussi micronutriments comme le manganèse, le nickel, le zinc, le sélénium, cobalt, cuivre, etc. Et il y a aussi des bactéries qui, on va dire, nécessitent plus de nutriments comme les facteurs de croissance tels que certains acides aminés et vitamines. Voilà donc globalement ce que nécessitent les micro-organismes pour qu'ils se développent de manière optimale. Alors, on a parlé des exigences nutritives ou la nutritionnelle des bactéries ou des micro-organismes en général. On a vu qu'il faut une source d'énergie, une source de carbone, une source d'azote, des minéraux, des oligo-éléments et des facteurs de croissance. Mais il faut savoir que ces éléments, qu'il n'y a pas juste ces éléments, qu'il faut autre chose, des éléments physiques, physico-chimiques on va dire, comme par exemple une température stable, parce que les micro-organismes, pour pouvoir se développer de manière stable, ils ont besoin d'une température bien optimale, on va dire. Ils ont aussi besoin d'un potentiel d'hydrogène qui est adapté. Il y a des micro-organismes qui préfèrent un milieu acide, d'autres qui préfèrent un milieu neutre, et d'autres micro-organismes qui préfèrent un milieu basique. Bien évidemment, l'eau doit être présente en quantité suffisante, et il doit respecter aussi l'isotonie, donc un équilibre isotonique pour permettre donc une croissance optimale à tous les micro-organismes. Alors, dans un laboratoire, on va souvent essayer de croître ou bien de développer ou bien de faire croître des micro-organismes pour pouvoir les étudier. Pour cela, on va utiliser des préparations qu'on appelle communément milieux de culture. Alors, un milieu de culture, donc c'est quoi? C'est une préparation dans laquelle les micro-organismes vont se développer. Ils vont se multiplier, donc ils vont métaboliser les nutriments et ils vont se multiplier. Et cette préparation, elle vise à satisfaire toutes les exigences, que ce soit nutritives, mais aussi les exigences physiques des micro-organismes qu'on souhaite étudier au laboratoire. Alors, quand on prépare un milieu de culture, souvent en microbiologie, on va les distribuer dans des récipients, des petits récipients pour pouvoir, on va dire, créer un milieu qui est adapté aux micro-organismes. Souvent, on utilise des boîtes de pétri, comme vous le voyez dans la figure. On utilise aussi des tubes à essai qui contiennent des milieux de culture et on va voir par la suite comment on utilise ce genre de préparation.
Maintenant, on va aborder les classifications, bien la classification des milieux de culture. Il faut savoir qu'on peut classifier les milieux de culture de trois manières ou bien de trois façons. Premièrement, selon leur consistance ou bien leur solidité. Est-ce qu'ils sont solides, est-ce qu'ils sont liquides? Ou bien entre les deux. Deuxième classification, quels sont les composants de ces milieux de culture? Est-ce qu'ils sont connus, est-ce qu'ils ne sont pas connus? Donc selon leur composition. Troisième classification, c'est selon le rôle ou bien le but d'utilisation. Alors on va aborder en détail ces trois classifications. On va tout d'abord commencer par la consistance ou bien la solidité. Alors si on classifie les milieux de culture selon leur consistance, on va distinguer trois types de milieux de culture. Premier milieu de culture, un milieu de culture solide. Milieu de culture solide parce qu'il contient 15 à 20 grammes par litre d'agar-agar. Alors l'agar-agar, il est présent à 2% ou bien entre 1,5 à 2%. C'est quoi l'agar-agar? Donc c'est un extrait d'algues rouges, c'est un mélange entre deux types de polysaccharides. Généralement c'est l'agarose et l'agaropeptine. Alors cet agar-agar a une propriété. Quand on le met dans de l'eau et qu'on fait bouillir cette eau ou bien chauffer cette eau jusqu'à 80 degrés Celsius ou bien 90 degrés Celsius, on va remarquer que l'agar-agar va se dissoudre et va devenir liquide. Par contre, si on prend le même milieu de culture et on réduit la température à moins 45 degrés Celsius, on va remarquer que le mélange va devenir solide. Il va former une sorte de gélose. Alors cette gélose, je pense que vous l'avez déjà vue autre part parce que on l'utilise aussi en cuisine. Il y a certains gâteaux qui se préparent à l'aide de ce type d'ingrédient qui s'appelle agar-agar. Alors les milieux de culture solides, on les appelle milieux agar ou bien gélose. Alors, dans ces deux figures, on voit que les milieux de culture, ils peuvent être donc distribués dans des petits récipients, comme par exemple les tubes à essai. Donc on voit bien dans la figure qui se trouve à droite, dans le tube à essai, on voit bien une gélose qui est inclinée. Hein. Vous allez voir par la suite comment on prépare ce genre de milieu de culture. Et à gauche, on voit bien donc un milieu de culture solide, gélosé, distribué dans une boîte de pétri sur laquelle il se trouve plein de colonies bactériennes. Deuxième type de milieu de culture classé selon la consistance, il y a les milieux de culture semi-solides. Alors ces derniers, ils contiennent environ la moitié de l'agar-agar, c'est-à-dire 5 à 7,5 grammes par litre. En pourcentage, ça donne 0,5 jusqu'à 0,75. Alors, ce milieu est généralement utilisé pour encourager ou bien étudier la mobilité des micro-organismes, notamment des bactéries. Alors la propriété de ce milieu de culture, c'est qu'il paraît être solide, mais quand vous le touchez, vous allez voir qu'il est très mou, très sensible et qu'il peut se fragmenter rapidement. Alors dernier milieu de culture liquide, ce dernier est tout simplement liquide ou bien il ne contient pas d'agar-agar. On appelle ça un bouillon. D'ailleurs, ça fait référence à un bouillon de légumes, une soupe. Donc, quand vous entendez un milieu bouillon, ça veut dire c'est un milieu liquide. Il ne contient pas d'agar-agar. Mais si vous entendez ou bien vous lisez un milieu de culture gélosé, ça veut dire il contient de l'agar-agar. Donc, il peut être soit solide, soit semi-solide. Passons maintenant à la deuxième classification des milieux de culture qui est selon leur composition, selon le type des constituants qu'ils composent, que compose ce milieu de culture. Alors, comme première classification, il y a les milieux de culture synthétiques. Synthétique, c'est quoi?
c'est un milieu de culture qui est complètement défini. Ça veut dire la composition chimique de ces composants, elle est exactement connue, définie. C'est-à-dire d'un point de vue chimique, on connaît la formule des constituants exacte, et d'un point de vue quantitatif, on connaît la quantité de ces constituants qui sont présents dans ce milieu de culture. Alors, je vais vous montrer un petit exemple. Il y a le milieu citrate de Siemens. Alors, vous voyez les composants et vous voyez les quantités. Comme par exemple, le premier composant qui est le citrate de sodium. Alors, le citrate de sodium, on connaît exactement sa formule chimique. En plus de ça, on connaît la quantité. Et si vous analysez le reste des composants, vous allez voir qu'on peut définir tous les composants, qu'on peut définir chimiquement ou bien qualitativement tous les composants, et en plus on connaît leur quantité. Ça veut dire que c'est un milieu de culture synthétique. Deuxième milieu de culture classé selon la composition, c'est les milieux de culture complexes, qu'on appelle aussi milieu empirique. Alors c'est un milieu dont les composants ne sont pas connus avec précision, contrairement au milieu synthétique. Donc c'est un milieu qu'on ne peut pas définir avec exactitude. Alors je vais vous donner tout de suite un exemple pour que ça soit plus clair. On va prendre l'exemple de l'extrait de malt agar. Donc c'est un milieu composé d'extrait de malt, d'une trentaine de grammes d'extrait de malt. Alors le malt, en arabe je pense c'est shair. On sait exactement de quoi il est composé. On sait qu'il est composé de carbohydrates, de protéines, de fibres, etc. Sauf qu'on ne sait pas, on ne peut pas définir avec exactitude la composition chimique de cet extrait. De ce fait, ce milieu reste complexe, ou bien ce composé reste complexe, et dans ce cas-là, on appelle ce milieu de culture un milieu de culture empirique ou bien complexe, car il est mal défini ou bien non défini, avec précision. Alors, on peut faire tout de suite un petit exercice pour déjà s'entraîner et voir comment on peut classifier les milieux de culture. Déjà, si je vous posais la question, comment peut-on classer l'extrait de malt agar? Déjà, c'est facile, on peut par exemple en premier le classer selon la consistance. Déjà ici, on voit que le milieu est composé de 15 grammes d'agar-agar. On sait que l'agar-agar c'est un agent solidifiant, donc 15 grammes, donc c'est un milieu solide. Deuxièmement, selon la composition, on sait que l'extrait de malt n'est pas, donc, comme je vous ai dit, connu avec précision, défini avec précision. Du coup, c'est un milieu complexe, empirique. Alors, dernière classification des milieux de culture selon leur composition, il y a des milieux de culture semi-synthétiques. Ces derniers contiennent des composants qui sont définis précisément et contiennent d'autres composants qui ne sont pas définis précisément. Alors, on va directement passer à l'exemple, vous allez comprendre. Il y a un milieu de culture qui s'appelle Ajna et Klegler. Alors, ce milieu de culture, il est composé de plein de constituants. Et vous allez remarquer que certains de ces composants sont chimiquement identifiables ou bien on peut les définir précisément, mais par contre d'autres, on ne peut pas. On va prendre le premier exemple, l'extrait de viande. L'extrait de viande, vous allez voir, on peut pas, on sait qu'est-ce qui compose la viande, mais est-ce que dans ce cas-là, on peut définir chimiquement avec exactitude la composition chimique? Non, on ne peut pas. Donc cet extrait de viande, c'est on va dire, un composant complexe ou bien empirique. Mais par contre, le glucose, le lactose, ou bien le chlorure de sodium, on peut les définir, c'est des éléments, on va dire, purs, et on peut les définir chimiquement avec exactitude. Et du coup, c'est des composants d'un milieu de culture synthétique. Donc, quand il y a dans un milieu de culture comme celui-là un mélange entre des constituants qui ne sont pas identifiables avec précision et avec
mélangés avec d'autres composés qui sont définis avec précision. On appelle ça un milieu de culture semi-synthétique. Avant de vous parler de la troisième classification des milieux de culture, j'aimerais vous montrer et vous expliquer les principaux ingrédients des milieux de culture. Alors, si vous allez dans un laboratoire et vous préparez, pour préparer des milieux de culture, vous allez souvent utiliser des composants, les composés ou bien les constituants suivants. On peut citer en premier, par exemple, l'extrait de viande. Alors l'extrait de viande, c'est quoi? C'est des tissus d'animaux utilisés parce qu'elles apportent des protéines, des glucides, des sels, des minéraux et des vitamines. On peut aussi utiliser l'extrait de levure. Son origine, c'est des levures de boulangerie ou de brasserie qui constituent une source d'acides aminés et de vitamines. Il y a aussi les peptones. Il y a différents types de peptones. C'est quoi? C'est des matières protéiques qui ont été digérées ou bien dégradées par des enzymes protéolytiques. Quel est leur rôle? Donc c'est une source d'acides aminés et d'oligopeptides. Il y a aussi les hydrolysats. Alors c'est des protéines aussi qui ont été dégradées et qui apportent donc une source d'acides aminés et d'ions minéraux. Alors, on a cité précédemment l'agar-agar. C'est quoi? C'est un extrait d'algues rouges, c'est un mélange de polysaccharides. Quel est le but de cet ingrédient? Il est là pour solidifier les milieux de culture. Certains milieux de culture nécessitent ou bien utilisent des produits biologiques, comme par exemple le sang, le sérum, le lait, la gélatine, pommes de terre, etc. Alors c'est des molécules organiques diverses qui apportent aussi plein de nutriments. On peut aussi très souvent dans les milieux de culture, c'est nécessaire d'ailleurs, d'avoir une base minérale. Une base minérale, c'est quoi? Alors, c'est des macroéléments ioniques, c'est-à-dire sodium, potassium, magnésium, calcium, etc. Et des microéléments ioniques ou bien oligoéléments comme le fer, le zinc, etc. Donc, pourquoi on utilise cette base minérale? Parce qu'elle apporte l'équilibre osmotique, l'équilibre électrique et on va dire aussi que cette base minérale, elle est essentielle pour certaines réactions enzymatiques. Maintenant, parlons de la troisième classification des milieux de culture, qui est la classification selon leur rôle ou bien leur but d'utilisation. Alors, en premier, on peut avoir les milieux de culture de base. On peut les appeler aussi des milieux de culture usuels. Ces milieux de culture sont simples, peu coûteux, ils contiennent assez de nutriments complets, acides aminés, sucres, minéraux, protéines, etc. Alors, ils permettent la croissance de plusieurs espèces bactériennes, diverses espèces bactériennes. Alors, donc, on peut qualifier ce milieu de culture comme non sélectif, car il ne contient aucune molécule inhibitrice ou bien une molécule ou bien composant qui peut bloquer un certain groupe de bactéries. Je vais vous donner un petit exemple. Le bouillon nutritif BN. Lors de votre prochain TP, vous allez sûrement préparer ce milieu de base qui est le milieu BN, bouillon nutritif, ou bien vous allez préparer la gélose nutritive qui est un milieu à base de gélose, donc agar-agar. Donc si vous regardez les composants de ce milieu, vous allez voir qu'il est composé de peptones, d'extraits de viande, d'extraits de levure, qui sont des composés donc, riches en protéines, en peptides, acides aminés, carbohydrates, mais aussi du chlorure de sodium pour apporter l'équilibre isotonique. Alors, ce milieu de culture est aussi composé d'eau distillée, nécessaire aussi pour la croissance des micro-organismes. Alors, ici, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice. Si je vous posais la question, comment peut-on classifier ce milieu de culture? Alors, on va tout d'abord commencer par la classification selon la consistance.
on va voir ici que ce milieu de culture, il ne contient pas d'agar-agar. Donc c'est un milieu de culture liquide. Passons maintenant à la deuxième classification des milieux de culture, selon leur composition, ou bien selon la nature de leurs composés. On va voir ici qu'ils sont composés de peptones extraits de viande de levure. C'est des composés qui ne sont pas facilement bien définis à 100%, donc c'est des composés complexes. Mais aussi, le milieu de culture, il est aussi composé de chlorure de sodium, qui est un composé qui est synthétique, parce qu'on peut définir chimiquement ce composé. Du coup, ce milieu de culture est un milieu de culture semi-synthétique. Deuxième milieu de culture, selon leur rôle, c'est les milieux de culture enrichis. Alors, ces milieux de culture sont toujours non sélectifs. Ils permettent la croissance des bactéries exigeantes, qui exigent ou bien qui nécessitent plus de nutriments pour se développer. Donc c'est un milieu de culture de base, c'est-à-dire il contient tous les constituants basiques, mais en plus, il va contenir des liquides ou suspensions riches en molécules ou bien nutriments organiques, comme par exemple le sang, le sérum ou bien des suppléments polyvitaminiques. On va prendre un petit exemple, le gélose au sang frais. On va voir les composants, donc peptone, amidon, extrait de levure. Cela, c'est un milieu basique. Mais on va apporter plus avec le sang de mouton. Le sang de mouton, donc c'est des liquides, une suspension organique qui va apporter plus de nutriments. Ce type de milieu est par exemple utilisé pour étudier les bactéries Streptococcus, du genre Streptococcus, du type hémolytique, c'est-à-dire qui peuvent dégrader l'hémoglobine. Troisième milieu de culture, selon leur rôle, il y a les milieux de culture sélectifs. Donc déjà, sélectif veut dire sélection, ça veut dire ici, on va sélectionner un groupe ou bien privilégier la croissance d'un certain groupe de bactéries et bloquer d'autres. Donc c'est un milieu de culture qui permet la croissance d'un certain genre de micro-organismes uniquement. Comment on fait? Donc, dans ce milieu de culture, on va ajouter un ou plusieurs composants qui inhibent, bien qui bloquent, qui arrêtent la croissance de bactéries indésirables. On va prendre un exemple de composants qu'on peut ajouter dans un milieu de culture. On peut ajouter par exemple un antibiotique ou du chlorure de sodium ou bien d'autres composés comme par exemple le cristal violet qui est un inhibiteur des bactéries gram négatifs et quelques grammes positifs aussi. Alors, on va prendre un exemple de ce milieu de culture sélectif. Il y a le milieu de culture Chapman. Milieu de culture Chapman, il est constitué de 7,5% de chlorure de sodium. C'est un milieu de culture généralement utilisé pour isoler les bactéries du genre Staphylococcus. Donc, si on regarde bien la composition de ce milieu, on va voir qu'il est composé de peptone, d'extrait de viande, de mannitol. Tous ces composants donc, sont basiques, mais en plus, il contient du chlorure de sodium à très forte concentration, c'est-à-dire 75 grammes par litre. Alors, cette forte concentration de sodium, c'est l'élément sélectif, donc c'est l'agent sélectif, et qui va sélectionner seulement les bactéries halophiles. Les bactéries halophiles, c'est quoi? C'est des bactéries qui peuvent supporter de fortes concentrations en sel, ou bien qui préfèrent aussi, en parenthèse, les fortes concentrations en sel. Alors, il faut savoir que ce milieu de culture, il n'est pas seulement utilisé pour isoler les staphylococcus, mais aussi peut être utilisé pour isoler les micrococcus, enterococcus, etc. Quatrième type de milieu de culture classé selon leur rôle, il y a les milieux de culture différentiels. Alors, c'est des milieux de culture qui font la différence entre divers types de micro-organismes. Alors, on peut qualifier aussi ces milieux de culture comme milieux d'identification. Car, comme je vous ai dit, c'est des milieux de culture qui permettent de distinguer entre deux types, voire
plusieurs types de micro-organismes qui se développent dans un milieu donné. Donc ce milieu de culture, il permet de mettre en évidence des caractères biochimiques, c'est-à-dire la présence ou absence de certains enzymes, comme par exemple l'aptitude à dégrader le substrat tel que le lactose. Alors je vais vous donner un exemple tout de suite. On va prendre l'exemple de la gélose McConkey. Alors, la gélose McConkey, c'est un milieu à la fois différentiel et sélectif. Pourquoi différentiel? On va laisser ça par la suite. On va tout d'abord parler pourquoi il est sélectif. Donc, quand vous voyez en rouge les composants, il y a les sels biliaires, il y a les cristals violets. Ces deux composants sont des composants agents sélectifs qui vont permettre d'inhiber, de bloquer la croissance de pas mal de nombre de bactéries gram positifs et gram négatifs. Cette notion de gram, on va l'expliquer lors du prochain TD. Et pour l'instant, on va se concentrer sur les milieux de culture. Donc, ce milieu de culture est non seulement sélectif, mais il est aussi différentiel, parce que grâce à ce milieu de culture, on va essayer de différencier entre les bactéries qui arrivent à fermenter ou bien dégrader le lactose et celles qui ne peuvent pas. Comment on va faire comment on va faire pour différencier entre ces deux types de bactéries? On va voir ici avec un schéma ou bien avec une figure, c'est plus simple. Donc vous voyez donc la partie en haut, on a des colonies qui sont de couleur rouge parce que lors de la dégradation de lactose, la bactérie elle va libérer des acides. Ces acides vont changer le pH et vu que notre milieu de culture, si vous vous rappelez, il contient du rouge neutre. C'est un indicateur de pH coloré qui va changer de couleur en fonction du pH. Ici, on a des colonies de couleur rouge neutre. Pourquoi? Parce que ces bactéries arrivent à fermenter le lactose. Mais par contre, celles qui sont en bas, on voit bien que les colonies sont incolores et du coup, il n'y a pas libération d'acide, donc pas de changement de pH et du coup, les colonies donc ne fermentent pas, ou bien cette bactérie ne fermente pas le lactose. Donc ce milieu de culture nous a permis de faire la différence entre deux types de bactéries, celles qui fermentent le lactose et celles qui ne peuvent pas le faire. Alors, dernier milieu de culture qu'on va voir dans cette classification qui est la classification selon leur rôle, c'est les milieux de culture chromogènes. On appelle ça aussi milieu de culture discriminant. Ces milieux de culture permettent de mettre en évidence une activité enzymatique ou bien elles permettent d'identifier immédiatement les bactéries plutôt rapidement. Ces milieux de culture, on ne les appelle pas milieux d'identification. Pourquoi? Parce qu'elles contiennent dans le milieu une molécule qu'on appelle molécule chromogène. Cette molécule, elle est liée au substrat ou bien à un composant de ce milieu. Et lorsque ce composant ou bien ce substrat, il est métabolisé, dégradé, il va libérer le chromogène, cette molécule, et elle va se transformer en chromophore. Et ce chromophore va dégager une certaine couleur, ou bien va donner aux colonies une couleur directement visible et lisible dans la boîte de pétri. Et si l'enzyme n'est pas présente, ou bien si la bactérie ne peut pas produire une enzyme capable de dégrader ce substrat qui est lié à un chromogène, donc il va y avoir, on pourra faire la différence immédiatement parce que la colonie ne sera pas colorée. Je vais vous donner un petit exemple directement ici. Donc on va voir la gélose MRSA-ID. Alors c'est un milieu qui permet l'identification rapide des bactéries résistantes, des bactéries staphylocoques du genre Staphylococcus résistantes à l'antibiotique méticilline. Comment on fait? Alors ce milieu de culture déjà il est composé de peptones, de chromogènes bien sûr et de substrats et d'une mixture d'antibiotiques sélectives. Alors, si la bactérie staphylocoque est présente, donc elle va résister aux composés sélectifs,
et elle va dégrader le substrat et de ce fait, elle va libérer le chromogène qui se transformera en chromophore. Il va donner une coloration verte aux colonies. Par contre, si la bactérie ne peut pas résister à l'antibiotique et en plus ne peut pas dégrader le substrat car elle ne possède pas d'enzyme, et du coup elle va donner seulement une colonie qui est de couleur blanche ou bien qui est incolore car elle ne peut pas libérer le chromophore. Voilà, donc c'est un milieu d'identification, mais on l'appelle plutôt milieu chromogène. Alors maintenant, pour résumer tout ce qu'on a fait durant ce TD, alors en premier lieu, on a vu les différentes méthodes de stérilisation. Tout d'abord, on a parlé de la température. Donc on a vu la chaleur sèche, flambage et avec le bac benzène ainsi que le four Pasteur. On a vu aussi l'utilisation de chaleur humide à travers l'autoclavage, pasteurisation, UHT et tyndalisation. Ensuite, on a vu les filtres millipores et les membranes de filtration pour filtrer donc les liquides qui sont sensibles à la chaleur. Et à la fin, on a vu des procédés physiques et chimiques, comme par exemple les agents chimiques tels que l'alcool, le javel, les radiations UV, gamma, X, etc. Les traitements à haute pression, bref. On a vu tout ça. Maintenant, on a vu... Pour finir, on a vu qu'il y avait la classification des milieux de culture. On a vu qu'il y avait première classification qui consiste à les classifier selon leur solidité ou bien la consistance en fonction de leur contenance en agar. Si elles contiennent 15 à 20 grammes d'agar, on les appelle milieux solides. S'ils n'en contiennent que peu, alors on les appelle milieux semi-solides. S'ils ne contiennent pas d'agar, alors on les appelle milieux liquides. La classification selon la composition, par contre, on a vu que si les composants sont définis de manière qualitative et quantitative, c'est-à-dire si on peut les définir chimiquement avec précision, on les qualifie d'un milieu de culture synthétique. Si le milieu de culture contient que des composants complexes non définis, alors on appelle ça milieu de culture empirique. Et s'ils contiennent un peu des deux, alors on le qualifie de milieu de culture semi-synthétique ou bien semi-défini. Alors, concernant la dernière classification qui est la classification des milieux de culture selon leur rôle, on a vu qu'il y avait plusieurs types de milieux de culture et dans ce TD, on a vu qu'il y avait des milieux de culture de base usuels, des milieux de culture enrichis pour les bactéries qui exigent plus de nutriments, des milieux de culture sélectifs pour sélectionner certains types de bactéries par rapport à d'autres. Donc on va utiliser des agents sélectifs qui bloquent la croissance de certaines bactéries. Et on a vu également qu'il y avait des milieux d'identification qui permettent d'identifier un groupe de bactéries et de faire la différence entre un ou entre deux ou voire plus de groupes de bactéries. Et à la fin, on a vu un milieu chromogène qui ressemble beaucoup au milieu d'identification, mais qui contiennent un chromogène qui est lié au substrat. Et dans ce milieu de culture, on peut identifier rapidement un caractère car il y a libération de chromophores et coloration des colonies. Voilà, donc tout ce qu'on a vu durant ce TT. Je vous remercie pour votre écoute et on se donne rendez-vous au prochain TT.